Peu de temps après avoir décollé de Londres, un Boeing 737 avec 126 passagers et membres d'équipage est confronté à une situation critique. L'avion commence à trembler violemment et une odeur énasante de brûlure se répand dans l'air. Des flashs orange illuminent la cabine passager alors que l'un des moteurs commence à se briser. Le pilote éteint un moteur et tente de retourner à l'aéroport avec le jet endommagé. Cependant, au dernier moment, le capitaine fait une terrible découverte, ils ont éteint le mauvais moteur. En tant que pilote aussi expérimenté, l'équipage a-t-il commis une erreur aussi basique et pourrait-il la corriger avant que le temps ne soit écoulé? C'est l'histoire du vol 92 des British Midlands. C'était une nuit froide de janvier 1989 lorsque 118 passagers et 8 membres d'équipage sont montés à bord d'un tout nouveau Boeing 737-400 à l'aéroport d'Heathrow à Londres. Ils se rendaient à Belfast, en Irlande du Nord, en un court trajet d'1 heure. De nombreux passagers étaient des voyageurs d'affaires rentrant chez eux à Belfast après un voyage à Londres, tandis que d'autres étaient des familles visitant des proches et des touristes rentrant chez eux. À bord, en plus des passagers, il y avait 5 hôtesses de l'air et 2 pilotes en charge du vol. Le capitaine Kevin Hunt, 43 ans, était l'un des pilotes les plus expérimentés du British Midland, ayant rejoint la compagnie aérienne 22 ans plus tôt, en 1966, à l'âge de 20 ans. Au cours de sa carrière, il a piloté une grande variété d'avions, accumulant une expérience de vol impressionnante de 13 000 heures. Cependant, ce soir-là, certaines parties de cette expérience s'avéreraient plus une malédiction qu'une bénédiction. Assis à droite de Hunt se trouvait le premier officier David Emsland, 39 ans, qui venait de terminer plus de 3000 heures de vol, la plupart sur des avions à hélice plus petits. Il avait rejoint les British Midlands l'année précédente et avait été autorisé à voler sur le 737, accumulant près de 200 heures sur le modèle. Bien que ni lui ni le capitaine ne soient novices dans le Boeing 737, avec près de 1000 heures de vol dans l'avion entre les deux, ils étaient tous de nouveau dans la variante spécifique du 737, la série 400, introduite l'année précédente. Le nouvel avion avait un cockpit mis à jour avec des écrans CRT modernes, remplaçant les anciens compteurs analogiques. Cette mise à jour était la réponse de Boeing à la concurrence croissante d'Airbus, qui avait lancé la 320 ultramoderne en tant que concurrent direct du 737 cette année-là. Selon Boeing, le manque d'expérience des pilotes dans ce nouvel avion ne devrait pas poser de problème. Dans un mouvement caractéristique de l'entreprise, ils ont convaincu les régulateurs et les compagnies aériennes que les pilotes ayant une expérience préalable du 737 n'avaient besoin d'aucune formation supplémentaire. Une formation avancée, comme le temps de simulation, n'était pas nécessaire pour faire voler le nouveau 737. Tout ce dont ils avaient besoin était de quelques heures en classe et d'un dépliant avant d'être prêts à prendre le contrôle du dernier ajout de Boeing à sa gamme de produits. Cela a réduit le besoin de formation et a permis d'économiser des millions pour les compagnies aériennes et encore plus pour Boeing, à la fois en termes de temps et de coûts de certification. En comparaison, pour qu'une compagnie aérienne achète la dernière offre de Boeing, elle devrait envoyer ses pilotes en classe et dans un simulateur de vol en mouvement complet pendant des mois, au prix d'environ 1000 $ par heure. Les passagers du vol 92 étaient sur le point de payer cher les décisions marketing tactiques de Boeing, car il y avait plus dans cette nouvelle version du 737 qu'on ne l'imaginait. Il y a eu des changements importants dans la façon dont les informations ont été présentées aux pilotes et dans certains des systèmes clés de l'avion, tels que le système de climatisation et de pressurisation. Alors que les portes étaient scellées et que l'avion était poussé loin de la porte avec la climatisation à plein régime, aucun des passagers ne pouvait prédire ce qui allait arriver. Dès le départ, il était évident que les 2 pilotes n'ont jamais eu l'occasion de pratiquer une urgence ou une procédure dans un simulateur 737-400. En quittant Emsland, nous avons taxié l'avion flambant neuf jusqu'à la piste d'Heathrow, naviguant dans le système de taxi complexe pendant que le capitaine effectuait les contrôles avant le départ. 8 minutes avant 8 heures du soir, le vol 92 était aligné sur la piste, et Emsland a commencé à décoller. Dans les premières minutes après le décollage, tout semblait normal. Les pilotes ont accéléré, ramassé les volets et le train d'atterrissage, surveillant leurs instruments pendant que l'avion montait avec le pilote automatique allumé. Les indications des moteurs étaient normales. C'était une nuit typiquement chargée dans l'espace aérien de Londres, et les pilotes ont d'abord maintenu une altitude de 6000 pieds. Peu de temps après, ils ont été autorisés à atteindre 12 000 pieds, et peu de temps après, ils ont atteint l'altitude de croisière de 35 000 pieds. Les passagers se sont installés pour le court trajet. Certains ont dîné, d'autres ont lu ou parlé entre eux.
Cependant, cette normalité n'a pas duré longtemps. Près de 15 minutes après le décollage, l'avion a commencé à trembler violemment. Les compartiments à bagages supérieurs se sont ouverts, et les boissons et les objets personnels ont commencé à tomber des tables des passagers. Des bruits forts et des coups ont secoué l'avion, tandis que des flammes intermittentes d'un moteur éclairaient la cabine des passagers. Puis une odeur horrible d'huile brûlée, de caoutchouc et de métal chaud a envahi la cabine. Dans le cockpit, les pilotes ont immédiatement regardé leurs instruments de moteur. Les prochaines secondes seraient cruciales, et Int et MC-Land auraient besoin de toute leur capacité mentale pour déterminer rapidement et avec précision l'origine et la nature du problème. Pourtant, au moment critique, le capitaine Int a pris une décision de dernière minute qui finirait par mettre en danger la vie de tout le monde à bord. Plutôt que d'utiliser sa vaste expérience pour résoudre le problème, il a délégué la tâche au premier officier moins expérimenté et a pris le contrôle manuel de l'avion. Maintenant, le membre d'équipage le plus expérimenté accomplissait la tâche relativement simple, mais qui nécessitait une attention particulière, de piloter l'avion manuellement, tandis que le moins expérimenté devait diagnostiquer le problème urgent de l'avion presque seul. MC-Land, alors qu'il essayait de construire une image mentale du problème, vérifiait les instruments. Int, quant à lui, avait beaucoup d'expérience avec la génération précédente du 737 et savait que, sur ce modèle, la cabine avant était alimentée par le moteur droit. Comme il pouvait sentir la brûlure, il était logique, d'après son expérience, de croire que le problème était dans le moteur responsable de l'apport d'air dans la cabine, qui, à son avis, était le bon moteur. Les pilotes, cependant, ne savaient pas que sur le 737-400, l'air de la cabine provenait des deux moteurs. Par conséquent, l'odeur de fumée n'indiquait pas quel moteur avait des problèmes. Heureusement, les décisions importantes telles que l'arrêt d'un moteur ne sont pas uniquement basées sur l'odorat des pilotes. Ce soir-là, ils avaient des instruments à la pointe de la technologie. Le compteur de vibration du moteur numéro 1, le moteur gauche, était au maximum, indiquant 5 unités de vibration. L'indication N1 montrait que la vitesse du ventilateur à l'avant du moteur variait radicalement. L'indicateur de température des gaz d'échappement affichait des valeurs beaucoup plus élevées que la normale, et les lectures de carburant fluctuaient de manière incontrôlée. D'autre part, toutes les indications pour le moteur droit, le moteur numéro 2, étaient normales. Les instruments peignaient une image très claire indiquant que le moteur gauche était confronté à de sérieux problèmes. Cependant, lorsque le capitaine Int a demandé au premier officier quel moteur était en difficulté, MC-Land a hésité. Dans les avions modernes, le moteur gauche, les compteurs de vibration sont situés sur un écran, où le compteur de gauche indique les vibrations du moteur gauche et celui de droite du moteur droit. Cet instrument est l'un des indicateurs les plus importants de problèmes de moteur, et c'est là que MC-Land concentrait son attention. Cependant, dans la disposition des instruments du 737-400, les deux compteurs de vibration étaient situés sur le côté droit du tableau de bord. Cet emplacement des compteurs de vibration a peut-être contribué à la confusion, car MC-Land, sans l'expérience spécifique requise dans la nouvelle disposition du 737-400, a peut-être mal interprété les lectures des instruments. Dans la chaleur du moment, alors que le premier officier analysait rapidement les données des instruments, il a remarqué une lecture indiquant une vibration élevée sur le côté droit du tableau de bord. Pour compliquer encore la situation, la vibration elle-même, dont les pilotes essayaient d'identifier l'origine, était si intense qu'elle rendait difficile la lecture des instruments. Ce problème a été exacerbé par le phénomène de la persistance de la vision, dans lequel, dans un environnement sombre, nos yeux continuent d'enregistrer une trace de lumière pendant environ une seconde. Tous ces facteurs se sont combinés pour créer une situation extrêmement difficile, de sorte que lorsque Mlen a regardé ses instruments, il a hésité avant de rendre un verdict. Les soupçons du capitaine Int ont été confirmés. Int avait déjà imaginé que le problème était avec le moteur de droite, surtout en raison de l'odeur de fumée qu'il remarquait. Il a demandé à MC-Land de réduire la puissance du moteur, mais les pilotes se sont trompés. Les instruments indiquaient que le moteur de droite fonctionnait normalement. En fait, le moteur de gauche se détériorait. Les passagers et l'équipage étaient conscients de la gravité de la situation. Ils ont observé des étincelles et des jets de flammes sortant du moteur gauche. Pendant ce temps, dans la cabine, avec tous les instruments disponibles, les pilotes n'avaient pas remarqué ce détail crucial. Cependant, avant que le copilote ne puisse réduire la puissance du moteur,
Une piste évidente est apparue qui indiquait l'erreur dans l'identification du moteur problématique. Dans les 11 secondes depuis que le capitaine a désactivé le pilote automatique et pris le contrôle, l'avion a commencé à basculer vers la gauche. En si peu de temps, l'inclinaison avait déjà atteint un angle de 16 degrés. Ce changement a été important car le capitaine ne provoquait pas la courbe, l'effet était causé par les moteurs. Avec le moteur de droite fonctionnant normalement et le moteur de gauche avec des performances réduites, l'avion a été poussé vers la gauche. La différence de puissance entre les moteurs a clairement indiqué au pilote que le problème était dans le moteur de gauche. Si c'était pendant la journée, l'identification du problème aurait été plus facile. Les pilotes auraient clairement pu remarquer la courbe s'il y avait suffisamment de lumière, mais dans l'obscurité totale, sans visibilité par les fenêtres, la seule indication qu'ils tournaient venait du petit horizon artificiel devant eux. Ils étaient tellement concentrés sur les instruments du moteur qu'ils n'ont pas remarqué l'inclinaison de l'avion. Lorsque le capitaine a pris le contrôle, il ne s'est pas demandé pourquoi l'avion s'était tellement incliné vers ce qu'il croyait être le moteur fonctionnel. Il a simplement nivelé ses ailes et a continué le vol. Cependant, les signes qui avaient été ignorés n'étaient rien comparés à ce qui était à venir. Normalement, en réduisant la puissance du moteur droit, vous vous attendez à ce que les vibrations et l'odeur de fumée restent, indiquant que le problème était dans le moteur gauche. Mais ce qui s'est passé était différent. Lorsqu'M a tiré le levier du moteur droit en position minimale, le capitaine a également réduit la puissance du moteur gauche. Avec la réduction du moteur gauche au minimum, les vibrations ont cessé et l'odeur de fumée a disparu. Les pilotes, trompés par une fausse confirmation de leur décision de réduire la puissance du moteur droit, pensaient avoir correctement effectué une identification et une résolution d'urgence comme décrit dans le manuel. Avec cela, l'accent a commencé à trouver un aéroport pour dévier et informer les passagers de la nouvelle décourageante qu'ils n'arriveraient pas à destination cette nuit-là. En réalité, lorsque la puissance a été réduite dans les deux moteurs, l'excès de carburant s'enflammait à l'intérieur du moteur gauche. Le moteur gauche, qui causait le bruit et les vibrations, a cessé de fonctionner, et c'est ce qui a fait cesser les vibrations. La réduction de la puissance du moteur droit, qui fonctionnait normalement, n'a eu aucun impact sur ces vibrations. Cependant, il y avait encore une occasion importante pour les pilotes de reconnaître leur erreur, car les instruments continuaient à montrer que tous les problèmes étaient réellement dans le moteur gauche. Le premier officier a informé la tour de contrôle du trafic aérien de Londres qu'il était confronté à une situation d'urgence, peut-être en raison d'un incendie de moteur. Il n'y avait aucun signal sur le panneau de commande indiquant un incendie, mais réalisant la possibilité réelle qu'il y en ait eu un, le capitaine Hunt a ordonné à MC-Land d'éteindre le moteur. Cependant, avant que le premier officier ne puisse prendre cette mesure, le capitaine a jeté un dernier coup d'œil aux instruments et a constaté que le moteur droit fonctionnait normalement. Hunt a ensuite demandé au premier officier de garder le moteur en marche pour le moment. S'il avait vérifié quelques centimètres à gauche sur les instruments, la vérité aurait été évidente. Les minutes suivantes ont été intenses. Le premier officier a coordonné la communication avec le contrôle du trafic aérien, tandis que le capitaine a informé l'entreprise de la situation. L'équipage a demandé aux passagers de mettre leur ceinture de sécurité. Bien que la pire partie de la tourmente soit passée, les passagers n'avaient toujours pas d'informations sur ce qui se passait réellement. Ceux qui étaient assis sur le côté gauche de l'avion pouvaient voir du carburant jaillir du moteur, mais au moins pour l'instant, le feu s'était arrêté. Après quelques minutes, les pilotes ont décidé de se détourner vers l'aéroport d'East Midlands. Le choix de l'aéroport de détour était stratégique. Il était proche, avec une piste suffisamment longue, le climat était favorable et c'était la principale base d'ingénierie du British Midland. Dès qu'ils sont sortis de la radio, le vol 92 a commencé à tracer le cap vers les East Midlands. Le premier officier a annoncé qu'il allait commencer la vérification et l'arrêt du moteur droit. Cependant, avant de poursuivre cette action, il a revu les instruments une fois de plus. Le moteur 2 semblait fonctionner normalement. On dirait que nous nous sommes stabilisés, nous avons encore la fumée, a-t-il rapporté. Il est ensuite retourné sur la liste de contrôle et a maintenu le moteur droit au ralenti. Le temps pour que les pilotes remarquent l'écart entre les indications des moteurs a été court, lors d'une pause dans la communication entre le capitaine Hunt et le centre d'opération de la compagnie aérienne. Enfin, le premier officier a fermé le levier de carburant du moteur droit, coupant ainsi l'alimentation en carburant. Le moteur droit, qui fonctionnait normalement, a commencé à s'éteindre.
MC-Land a ensuite déclenché l'unité d'alimentation auxiliaire, qui a commencé à assumer une partie de la charge électrique fournie par le moteur droit et que le moteur gauche devait maintenant fournir. Avec ce changement, les pilotes ont remarqué que l'odeur de fumée avait à nouveau disparu de la cabine, renforçant l'idée que le moteur droit causait réellement le problème et que la décision de l'éteindre avait été correcte. Cependant, il y avait encore la possibilité que les pilotes puissent percevoir leur erreur. À bord, il y avait 118 passagers et 6 agents de bord, dont beaucoup avaient été témoins des problèmes de moteur de première main. Dans une situation similaire aujourd'hui, un capitaine pourrait appeler le chef de cabine pour une réunion dans la cabine. Actuellement, un capitaine fournirait un briefing NI à l'équipage de cabine. NI est un acronyme qui représente nature, intention, temps et sortie. N, nature, description de l'urgence, c'est-à-dire ce qui s'est réellement passé. À ce stade, le capitaine demanderait à l'équipage et aux passagers si quelqu'un a vu quelque chose qui pourrait aider à mieux comprendre la situation. I, intention, l'intention de l'équipage, qui dans ce cas était de détourner l'avion vers les East Midlands. T, temps, information sur le temps estimé pour résoudre la situation, comme le temps jusqu'à l'atterrissage ou jusqu'à la stabilisation de l'avion. S, sécurité, information spéciale ou pertinente sur la sécurité des passagers à bord. Cela inclut des détails tels que si les passagers devront rester dans leur siège pendant l'atterrissage ou si une évacuation sera nécessaire, et si toutes les portes seront disponibles pour le faire. Cependant, dans les années 80 et 90, ce type de briefing n'était pas encore largement adopté. Plutôt que d'effectuer un briefing détaillé ou même de demander spécifiquement ce que l'équipage de cabine avait observé, le capitaine Hunt a simplement posé une question générale à l'équipe. Lorsqu'ils ont demandé au superviseur s'il avait vu de la fumée dans la cabine, le superviseur l'a confirmé. Hunt l'a immédiatement demandé de nettoyer la cabine et de tout organiser, sans chercher d'informations plus détaillées sur l'équipe. Avec cela, Hunt a raté l'occasion de découvrir que de nombreux membres d'équipage et passagers n'avaient rien remarqué de mal avec le moteur droit, mais avaient vu des preuves claires que le moteur gauche ne fonctionnait pas correctement. Pendant ce temps, le superviseur de la cabine est retourné aux passagers et a commencé à les préparer à la déviation. Le vol 92 était guidé par le contrôle du trafic aérien de Londres en direction des East Midlands, et l'atterrissage devait avoir lieu en moins de 15 minutes. Le commandant pilotait toujours manuellement et restait en contact avec les opérations des East Midlands, tandis que le premier officier gérait le contrôle du trafic aérien et préparait l'avion à l'approche de l'aéroport. La cabine était agitée et la charge de travail des pilotes n'augmentait qu'à l'approche de l'atterrissage. Les passagers, de plus en plus anxieux, ont observé avec inquiétude. Inquiets, les passagers ont clairement remarqué que l'avion descendait, mais les pilotes n'avaient pas encore expliqué la situation. Ils s'interrogeaient sur les flammes, la fumée, les odeurs et les vibrations qu'il avait éprouvées. Le superviseur de cabine a signalé au capitaine que les passagers commençaient à paniquer. Compte tenu de cela, Hunt a décidé de faire une annonce pour les haut-parleurs. Il a informé les passagers qu'il y avait un problème avec le moteur droit, qui était responsable de la fumée qu'il avait vue dans la cabine. Il a également expliqué que le moteur droit était éteint et que L'avion atterrirait à l'aéroport d'East Midlands en environ 10 minutes. Cette annonce a laissé de nombreux passagers confus, car beaucoup d'entre eux avaient vu des flammes sortir du moteur gauche. Ils se demandaient pourquoi le capitaine avait dit que le moteur droit avait été éteint. Le capitaine avait-il commis une erreur, ou y avait-il également un problème avec le moteur droit qu'il ne pouvait pas voir par les fenêtres? Après tout, les pilotes avaient un accès complet à l'instrumentation du cockpit et savaient donc exactement ce qu'ils faisaient. Cependant, cela n'était pas suffisant pour rassurer tous les passagers. Les passagers ont mentionné à l'équipe de cabine ce que le capitaine avait communiqué, et l'équipe de cabine, à son tour, n'a pas remis en question la référence du capitaine au moteur droit. Ainsi, le vol 92 a continué avec sa descente vers les East Midlands. Cependant, le moteur gauche est devenu une préoccupation cachée, fonctionnant dans une configuration de faible puissance pendant la descente, ce qui en a fait une véritable bombe à retardement. À l'approche du vol des East Midlands, le climat dans la cabine était chargé et la charge de travail pour les pilotes était intense. Le premier officier s'occupait de plusieurs appels radio et essayait de configurer l'approche de la piste 27 dans le système de gestion des vols. Cependant, avec la pression du moment et s'adaptant toujours à l'avion, il a rencontré des difficultés. Après plusieurs minutes de tentatives infructueuses,
MC-Cleland a décidé d'abandonner la tentative de configurer l'ordinateur de gestion de vol. Ainsi, les pilotes devraient suivre les directives du contrôle du trafic aérien pour atteindre l'aéroport. Lors d'une pause entre les communications au sol, le capitaine Hunt en a profité pour examiner la situation. Alors, récapitulons ce que nous savons jusqu'à présent. Nous n'avions que quelques vibrations rapides dans l'avion et un peu de fumée. C'est notre chance d'activer le pilote automatique, de nous détendre un peu et d'analyser attentivement les informations que nous avons reçues et les mesures qui ont déjà été prises avant de procéder à l'approche de l'aéroport. Nous avons assez de carburant et il n'y a pas besoin urgent d'atterrir immédiatement, car nous pensons voler avec un moteur en bon état. Juste au moment où ils étaient sur le point de commencer l'examen de la situation, le contrôle du trafic aérien les a interrompus pour les transférer au contrôleur suivant responsable de l'itinéraire. Après la conversation avec le nouveau contrôleur, au lieu de reprendre la révision, le premier officier a commencé à consulter la liste de contrôle pour un moteur en panne pendant la descente et l'approche. L'examen initial a été pratiquement oublié, et même si MC-Cleland suivait la liste, il était constamment interrompu par les instructions et les autorisations du contrôle du trafic aérien. Ces interruptions fréquentes ont surchargé les pilotes de tâches qui, bien que nécessaires, n'étaient pas critiques à ce moment-là. Il était essentiel qu'il examine attentivement leur décision d'éteindre l'un des moteurs. Enfin, après plusieurs interruptions, le premier officier a réussi à compléter la liste de contrôle pour l'approche d'un moteur. L'avion était maintenant configuré pour une approche avec un moteur, et les pilotes étaient mentalement préparés à l'exécuter. Bien qu'il ait entraîné cette manœuvre plusieurs fois dans le simulateur, ce serait la première fois qu'il l'effectuerait dans une situation réelle. L'avion était maintenant à 15 000 nautiques de l'atterrissage, descendant à une altitude de 6 500 pieds. Le capitaine Hunt a commencé à ralentir l'avion et à demander l'extension de la première phase des volets. Malgré l'agitation dans le cockpit au cours des dernières minutes, l'avion semblait être en bon état. Cependant, cette impression était sur le point de changer, car le capitaine a nivelé l'avion à 3000 pieds et a augmenté la puissance des moteurs. Dès que le moteur numéro 1 a été invité à augmenter la puissance, le compteur de vibration a atteint la limite maximale. Convaincus qu'il avait éteint le bon moteur, les pilotes n'ont pas envisagé de surveiller de plus près le moteur. Avec l'extrême pression sur le moteur, il n'était pas certain qu'il résisterait jusqu'à l'atterrissage. Alors qu'il alignait l'avion sur la piste, Hunt a recommencé à descendre et a demandé plus d'étapes de volet. Le premier officier a prolongé les volets à 15 degrés et a abaissé le train d'atterrissage, commençant la descente finale du vol 92 vers la piste. Avec moins de 5 miles nautiques pour l'atterrissage et avec les volets et le train d'atterrissage étendu, l'avion était confronté à une augmentation significative de la traînée. Pour maintenir la vitesse nécessaire, le capitaine Hunt a dû augmenter encore la puissance du moteur numéro 1, mais cela a provoqué le retour des vibrations extrêmes. Des flammes ont commencé à sortir de l'arrière du moteur, et dans la cabine des passagers, l'intense vibration a fait ouvrir de nombreux compartiments à bagages, répandant leur contenu sur les passagers terrifiés. Le moteur était gravement endommagé et l'avion a commencé à tomber en panne. La puissance du moteur diminuait progressivement, et bien que le capitaine ait poussé le levier de l'accélérateur vers l'avant, la situation n'a fait qu'empirer. Le moteur se déchirait à quelques kilomètres de l'aéroport. La piste, désormais visible, semblait s'approcher rapidement alors que l'altitude diminuait. À seulement 900 pieds au-dessus du sol et à 2,5 miles de la piste, le moteur gauche a complètement abandonné. L'avion, maintenant sans puissance, a commencé à s'écraser. Le capitaine Hunt a immédiatement ordonné au premier officier d'essayer de redémarrer le moteur à droite. Le moteur et le pilote automatique ont commencé à travailler frénétiquement pour le réactiver, mais le temps était court. L'avion était sur le point de toucher le sol avant que le moteur droit n'ait une chance de gagner en puissance. Dans une tentative désespérée de prolonger le vol, Hunt a levé le nez de l'avion, mais cela a augmenté la résistance et rendu l'angle de descente encore plus raide. Avec l'avion descendant de plus en plus vite, il semblait de plus en plus improbable que les pilotes puissent atteindre la piste. Les alarmes et les alertes sonnaient sans cesse dans la cabine. Le système d'alerte de proximité émettait des signaux sonores et visuels pour avertir de la grande divergence de la trajectoire de vol, tandis que l'alarme incendie du moteur numéro 1 sonnait, avec ses lumières rouges qui brillaient sur le panneau central. En regardant à travers les parabrisas, les pilotes pouvaient clairement voir que la situation était désormais irréversible.
Le capitaine a rapidement utilisé l'interphone pour demander aux passagers de se préparer à un atterrissage d'urgence, tandis que la vitesse de l'avion tombait en dessous de 125 nœuds. Le stick shaker a rejoint le chaos dans la cabine, vibrant intensément pour avertir de l'imminence d'un échard. La vibration a persisté jusqu'au moment de l'impact, tandis que l'avion plongeait vers le sol et entrait en collision avec le sol juste avant l'autoroute M1. Après l'impact, l'avion a rebondi sur la route et s'est écrasé dans une zone boisée de l'autre côté de l'autoroute. La scène était d'une dévastation totale, l'avion divisant en 3 parties. L'accident a entraîné la mort de 47 passagers et a fait 66 blessés graves. De plus, 7 membres d'équipage, dont les 2 pilotes, ont également été gravement blessés. Mais qu'est-ce qui a vraiment donné naissance à l'accident? L'accident est né de problèmes critiques qui ont abouti à une décision erronée et évitable, l'arrêt incorrect du moteur. Pour éviter qu'une situation aussi grave ne se reproduise à l'avenir, une série de mesures ont été prises après l'incident. Tous les 737 A400 en service ont été temporairement retirés du service. L'analyse détaillée des moteurs a révélé que les pales du ventilateur du moteur mis à jour, utilisé sur le 737 A400, étaient sensibles aux vibrations anormales lorsqu'elles fonctionnaient dans des configurations de haute puissance supérieure à 10 000 pieds. Sur le vol 92, ces vibrations ont conduit à une fatigue métallique excessive, provoquant la rupture de l'une des pales du ventilateur. Lors de la montée à l'altitude de croisière, l'arrêt du moteur a causé des dommages critiques et déséquilibré le mélange de carburant et d'air, ce qui a entraîné une réduction de la puissance et une augmentation des vibrations. Ces problèmes se sont aggravés lors de l'approche finale, lorsque la puissance du moteur a été augmentée, aboutissant à la destruction totale du moteur. À la suite de cet accident, les moteurs utilisés dans le 737 A400 ont été redessinés pour éliminer les vibrations responsables de la fatigue du métal. Cependant, les changements les plus importants résultant de l'accident n'étaient pas seulement dans la conception du moteur, mais aussi dans la formation des pilotes, qui a commencé à souligner l'importance de procédures plus strictes pour éviter de telles erreurs critiques. Actuellement, les pilotes reçoivent une formation approfondie en gestion des ressources de l'équipage, CRM. Cette formation comprend la fourniture de directives claires à l'équipe de cabine et souligne l'importance d'examiner attentivement chaque décision prise. La formation moderne encourage les pilotes à prendre le temps d'évaluer les situations en toute sécurité, plutôt que d'agir rapidement et de poser des diagnostics hâtifs. De plus, la formation enseigne l'utilisation de l'automatisation pour réduire la charge de travail le cas échéant. Dans le cas de l'accident, la décision du capitaine Hunt de voler manuellement a fini par détourner son attention de l'identification du moteur problématique, ce qui était crucial. À l'époque, la capacité d'identifier et de gérer des problèmes critiques était essentielle. Pour éviter des problèmes similaires à l'avenir, les versions ultérieures du 737, telles que le 737NG et le 737 MAX, ont mis en œuvre des améliorations significatives dans la façon dont les indications anormales du moteur sont présentées aux pilotes, facilitant une réponse plus efficace aux situations d'urgence. Le codage par couleur et la mise en évidence sont utilisés pour attirer l'attention des pilotes sur les paramètres critiques ou les problèmes de fonctionnement. Après l'accident, le capitaine Hunt et le premier officier MC Cleland ont tous deux été licenciés en réponse aux critiques sur leurs actions, comme indiqué dans le rapport final. Les British Midlands ont ensuite versé un règlement extrajudiciaire à MC Cleland pour licenciement injuste. Le capitaine Hunt a affirmé que lui et son collègue avaient été licenciés parce que c'était la solution la plus pratique pour la compagnie aérienne, plutôt que d'aborder plus en profondeur les questions liées aux pratiques de formation et aux problèmes systémiques dans l'industrie. Quelle que soit la manière dont la responsabilité est attribuée, on ne peut nier que l'impact de cet accident sur l'industrie de l'aviation a été profond. Le vol 92 a apporté des changements importants qui ont rendu l'aviation plus sûre. Cette vidéo est consacrée à la mémoire de ceux qui ont perdu la vie, afin que les leçons apprises contribuent à l'amélioration des normes de sécurité.